Il est premier secrétaire du Parti socialiste, député de Seine-et-Marne, fervent partisan de la NUPES et fervent opposant à cette réforme des retraites. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième journée d'action contre la réforme des retraites. Le gouvernement n'a reculé ni après la première, ni après la deuxième. Pourquoi renoncerait-il maintenant ? Tout simplement parce que sa réforme est ultra minoritaire dans le pays. C'est 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme. C'est les 2 tiers des Français qui s'y opposent dans toutes les catégories. Et à un moment, disons les choses simplement, on ne peut pas gouverner très longtemps contre son propre pays. Et il y a là une forme d'évidence que le gouvernement n'a pas encore intégrée, mais je souhaite effectivement qu'il renonce. Mais le gouvernement a aussi présenté ce texte devant le Parlement. L'Assemblée est saisie, les débats ont commencé hier. Vous êtes vous-même député. Est-ce que ce n'est pas maintenant au Parlement de se prononcer ? Est-ce que la légitimité, elle n'est pas d'abord entre les mains des parlementaires ? Mais il y a une double légitimité. Bien sûr que le Parlement doit débattre et il doit voter. Mais il y a aussi une légitimité populaire qui est simplement liée au fait que vous ne pouvez pas, entre 2 élections, considérer que rien n'évolue, rien ne se passe. Les rapports de force, ils peuvent évoluer aussi. Et ce que disent les Français aujourd'hui au président de la République, c'est qu'il n'a pas été élu pour porter l'âge légal à 64 ans. Il a été élu contre Marine Le Pen parce que nous voulions éviter le pire. J'ai moi-même appelé à voter et j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour, non pas parce que j'approuvais sa politique, mais parce que je considérais qu'il y avait un risque trop important pour le pays à s'engager dans la voie de l'extrême droite. Mais maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'il doit faire pendant 5 ans ? Il fait rien ? Il applique aucun programme ? Mais maintenant qu'il est là, il doit écouter les Français. Il aurait dû négocier avec le monde syndical. Vous avez aujourd'hui un front syndical qui est totalement uni. C'est assez inédit pour qu'on puisse le souligner. Il n'y a aucun syndicat en France qui approuve la réforme. Il aurait pu considérer qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, je considère qu'on doit pouvoir améliorer, y compris le système actuel, mais pas en le déformant, pas en allant chercher 17,7 milliards d'économies sur qui ? 2 tiers de cette somme, ce sera sur les femmes aux carrières hachées. Le reste, c'est sur les métiers qui ont été les plus pénibles, les carrières longues. Et donc, c'est l'exclusivité de cette réforme qui est en fait portée par ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il y a un effort de pousser le gouvernement. Mais juste, vous dites qu'il y a une double légitimité. Hier et encore ce matin, Philippe Martinez de la CGT dit voter le texte poserait un problème démocratique. Pour lui, la légitimité, elle est d'abord dans la rue, d'abord c'est les syndicats. Vous qui êtes parlementaire, si le texte est voté... Je crois qu'il reconnaît aussi... C'est son terme, problème démocratique. Est-ce que vous considérez que ce serait aussi un problème démocratique que le Parlement vote cette loi ? Quand vous avez un texte qui est aussi profondément rejeté par une majorité aussi écrasante des Français, il ne s'agit pas d'un sondage à 50, 51, 52. On est sur des proportions qui sont quasi unanimes pour les actifs. Donc vous avez là un vrai problème démocratique, c'est est-ce qu'un gouvernement peut gouverner contre l'opinion, contre celles et ceux qui finalement sont en fait le vrai souverain. Si on va au bout de votre logique, ça veut dire que le parlementaire doit, pour voter les lois, se référer aux enquêtes d'opinion. Mais pas sans contester leur validité, mais c'est pour vous l'indicateur. Vous vous y référez plus souvent que nous en général, mais la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous discutez, j'ai passé mon week-end à discuter avec les gens dans ma circonscription, je n'ai pas trouvé une seule personne pour défendre cette réforme, pas une seule, et que des gens qui au contraire sont horrifiés par la nature de la réforme. Donc on a là quelque chose qui est puissamment... contradictoire avec l'opinion publique. Et donc, il y aurait une logique démocratique à écouter le peuple français. Je le disais, donc hier, le texte a débuté son examen en séance publique, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Il se trouve que plusieurs députés du Rassemblement national ont reçu des messages audio leur indiquant qu'un de leurs proches était à l'hôpital. Il s'agissait de faux. Visiblement, c'était destiné à les éloigner de l'hémicycle, puisque leur présence était obligatoire pour que la motion référendaire, c'est-à-dire pour demander un référendum, soit examinée de manière valable. Est-ce que vous exprimez votre soutien à ces élus du Rassemblement national ? Je condamne celles et ceux qui peuvent avoir eu ces gestes-là. On ne joue pas avec, y compris, ce type de fake qui sont extrêmement angoissants pour ceux qui les reçoivent. Et la démocratie, ça n'est pas ça non plus. Ça ne vient pas des rangs de la NUPES ? Ça ne vient pas, je ne sais pas de qui ça vient. En tout cas, je peux vous dire qu'aucun d'entre nous n'aurait eu l'idée de chercher à éloigner les députés du RN par des moyens aussi odieux que ceux que vous exprimez. Globalement, est-ce que vous êtes fier de l'image que l'Assemblée a donnée hier pour le début de ces débats ? Il a fallu 3/4 d'heure avant qu'on commence vraiment à parler du fond, avec le discours des ministres. Il y a eu 3/4 d'heure sur des histoires de procédure.
dans un chahut quand même assez conséquent. Est-ce que c'est votre idée du débat parlementaire? Bon, malheureusement, il y a une part de folklore dans le débat parlementaire, ça a toujours existé. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui donne la meilleure image de l'Assemblée, c'est vrai. Mais il y avait aussi de bonnes raisons à ce chahut, c'est-à-dire qu'il y avait en fait la volonté de faire respecter le règlement de l'Assemblée qui n'était pas respecté par sa présidente elle-même, qui a choisi en fait de favoriser une motion référendaire du RN par préférence à une motion référendaire de la gauche qui avait plus de chances d'être votée par l'ensemble de l'hémicycle. Ça s'est fait par tirage au sort, mais il y avait effectivement une contestation sur la méthode et sur le résultat. Oui, en fait, c'est un tirage au sort qui ne prend que deux des motions et la troisième n'a même pas été soumise au Pour la suite maintenant, Olivier Faure, il y a le droit des groupes à déposer des amendements. Il a été exercé parce qu'il y a déjà 20 000 amendements qui ont été déposés, 18 000 environ par la NUPES si nos chiffres sont exacts, dont environ 1400 pour le PS, c'est à peu près ça, non? Oui, 1300. Ordre de grandeur, 1300. Est-ce que vous assumez, vous, de dire, dans ce débat parlementaire, on fera de l'obstruction, on est contre le texte, donc on fait de l'obstruction? Mais ce débat-là est un débat absurde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'obstruction est impossible. Vous avez un gouvernement qui a choisi une procédure qui est le 47.1 de la Constitution, qui lui permet, au bout de 20 jours, que vous ayez déposé 10, 20, 100 000 amendements. De toute façon, au bout de 20 jours, le texte part au Sénat, que vous l'ayez voté ou pas. Donc, aucune obstruction, habituellement, c'est fait pour arrêter le débat, pour le freiner, pour empêcher d'avancer. Mais là, vous ne pouvez rien empêcher, parce que de toute façon, au bout de 20 jours, ça part au Sénat. Donc, il n'y a pas d'obstruction possible. C'est de bonne garde de la part du gouvernement d'avoir agi comme ça, d'une certaine manière. Si vous êtes dans une guerre d'amendement, lui dans une guerre de procédure, au final, match nul. Non, en fait, la réalité, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des réformes des retraites que le gouvernement utilise un texte qui, normalement, est réservé au texte budgétaire. Il l'a fait parce qu'effectivement, il a choisi d'éviter le 49.3, et pour éviter le 49.3, il a fait le 47.1, qui est une façon de passer, de glisser en douce d'une assemblée à l'autre. Mais c'est aussi votre responsabilité. Si l'opposition n'empêche pas l'avancement du débat, il sera possible d'aller au terme de l'examen de tous les articles et d'arriver au vote avant de passer au Sénat. La balle est aussi dans votre camp. Oui, mais il n'y a pas d'obstruction pour autant. Et donc, ce que je vous dis, c'est que, en réalité, vous contestez le terme, mais dans les faits, examiner 20 000 amendements, c'est sûr que le temps ne suffit pas. Si on examine les articles, Adrien Gindre, amendements, première chose, c'est quand même que, est-ce que vous trouvez normal que sur une réforme qui va impacter la vie des Françaises et des Français pour plusieurs décennies, on ait un débat qui se limite à 10 jours? Est-ce que vous trouvez ça logique? Le gouvernement, a priori, respecte la Constitution. Et si ce n'est pas le cas, le Conseil constitutionnel invalidera la loi. C'est nos règles. Je ne parle pas de règles ou de quoi que ce soit. La Constitution, c'est pas rien, Olivier Faure. Non, mais je vous dis simplement, est-ce que vous trouvez normal que sur un texte qui va ôter 2 années de vie à la retraite en bonne santé à des millions de Françaises et de Français pour les générations qui viennent, est-ce que vous trouvez normal qu'on prenne 10 jours simplement, alors même que ce texte est truffé de petits sujets sur lesquels, en fait, tout le monde glisse, avec un décryptage nécessaire? Pourquoi nous voulons déposer des amendements? Parce que nous voulons tout simplement arriver à expliquer ce qu'il y a dans le texte. Le gouvernement vous dit, par exemple... Dans les 18 000 amendements, Olivier Faure, prenons pas nos téléspectateurs pour des imbéciles. Dans les 18 000, il n'y a pas que des améliorations sur les 18 000. Il y a des amendements aussi de rédaction. C'est des amendements qui permettent de prendre du temps de parole pour expliquer des choses simples. Je prends un exemple. Le gouvernement nous explique depuis plusieurs semaines que tous les Français auront désormais une retraite minimale à 1 200 € brut. Eh bien, cette histoire est une fable. Pour tous ceux qui ont une carrière complète. Pour ceux qui ont à la fin de la phrase. Non, non seulement à la fin de la phrase, mais même, ça n'est même pas une allocation différentielle qui permettrait de faire la différence entre les revenus que vous avez et puis les 1 200 € bruts. C'est même pas ça, c'est qu'en fait, en moyenne, vous aurez entre 33 et 57 € de plus pour ce qu'on appelle le MICO, le minimum contributif. Et donc, on aura, y compris si on devait aller dans la technique un peu plus loin, ceux qui verront cette augmentation verront baisser en le même temps leurs allocations logement, par exemple. Et donc, il n'est même pas certain que ces gens-là aient en fait un vrai bénéfice à cette mesure. Et quand vous y ajoutez le fait que c'est environ 5% des Français qui vont pouvoir bénéficier de tout cela, que ceux qui ont aujourd'hui une retraite inférieure à 1 200 € sont principalement des gens qui ont une carrière incomplète. Ceux qui ont une carrière complète atteignent déjà ce minimum-là. Donc là, vous voyez qu'on est dans une gigantesque farce. Vous avez raison sur le fait que ça concerne peu de personnes. Il y a quand même une réalité, Olivier Faure, c'est que... peu de personnes et surtout, en fait, peu de gens qui atteindront ces 1 200 € grâce à cette réforme-là. Il y a un parti dans l'Assemblée, les Républicains,
qui a une autre attitude, qui a choisi de travailler avec le gouvernement pour tenter d'améliorer, peut-être de manière imparfaite de votre point de vue, le texte. C'est le cas sur les 1200 euros, vous venez de dire les limites que vous y voyez. C'est le cas également sur les carrières longues, sur les seniors, sur les femmes. Il y a toute une série de sujets sur lesquels le gouvernement a montré une ouverture. Est-ce que vous reconnaissez au LR et au gouvernement de travailler pour améliorer le texte? Est-ce que vous leur donnez ce crédit-là? Mais vous avez en fait deux philosophies qui s'opposent dans l'Assemblée. Vous avez une philosophie qui est celle des droites, et il n'est pas illogique Vous les mettez ensemble à droite. Mais oui, parce que, en fait, évidemment, Éric Ciotti, il est même pour la réforme à 64 ans. Il a toujours dit. Donc, il n'y a pas de sa part de revirement. Il y a une forme de continuité. Et donc, ce n'est pas illogique que les droites évoquent ensemble ce qu'elles pensent être la bonne façon de procéder. Nous, ce que nous défendons, c'est une vision totalement différente. Nous défendons la conception initiale, originelle de ce régime de retraite, qui est celle d'Ambroise Croizat, qui disait qu'il ne voulait pas que la retraite soit l'antichambre de la mort, mais un nouvel âge de la vie. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est deux philosophies qui s'opposent. Ceux qui considèrent que de toute façon, on peut mourir au travail et que ça n'est pas d'importance, et puis ceux qui considèrent au contraire... C'est pas ce que le gouvernement a dit, Olivier Faure. Mais c'est exactement ce qu'il va se passer. Vous savez très bien que déjà, à 64 ans, enfin 62 ans aujourd'hui, vous avez un quart des Français les plus pauvres qui n'atteignent pas cet âge-là et qui ne verront jamais leur retraite. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit des gens qui ont eu des métiers difficiles, pénibles, avec les salaires les plus faibles, qui finalement, au final, finissent par payer la retraite de tous les autres? Alors, ce sont des chiffres qui ont été démontrés par le gouvernement qui dit que c'est une fake news. Et mais que c'est la pas une statistique fake n'est pas news. aussi exacte que Mais celle-là. est-ce que vous êtes vous-même concerné par la réforme des retraites actuelles? La réalité, c'est que vous avez fait des études longues, vous avez commencé à travailler tard, et donc vous, de toute façon, vous ne partirez pas avant 64 ans. Moi non plus. Donc nous ne sommes pas touchés par cette réforme. Elle touche qui? Si vous voulez faire des économies, vous les faites sur qui? Vous les faites sur tous les autres, ceux qui ont commencé plus tôt, qui ont eu des carrières les plus pénibles et qui ont eu des métiers qui ont été moins rémunérateurs. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Mais alors dans ce cas-là, vous avez ça peut valider la stratégie des Républicains qui est de dire il faut améliorer le texte actuel. Quand les Républicains disent il faut que davantage de personnes soient concernées par les carrières longues, c'est pour l'améliorer. Non, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas améliorer, c'est que quand vous faites glisser l'âge légal et que vous le poussez à 64 ans, c'est que vous voulez faire travailler des gens qui auraient pu partir plus tôt, et vous leur demandez de travailler plus longtemps pour financer la retraite de tout le monde. Après, Olivier et donc, Faure, c'est là la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle il y a une opposition qui est une opposition frontale sur ce projet. Mais est-ce que vous contestez la sincérité du gouvernement Oui. dans sa volonté... Attendez, je finis quand même la phrase. Oui, non, mais dans sa sincérité, il n'y a pas de problème. Oui, je la conteste. de vouloir sauver le système de retraite par répartition. Quand Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, dit c'est la réforme ou la faillite. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la réforme qui est choisie, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi l'objectif qui est de dire qu'il faut sauver le système de retraite par répartition? Mais là, l'intention de vouloir sauver le régime par répartition, on peut tous le partager. Simplement, il y a différentes façons de le sauver. Et là, si c'est pour le sauver en faisant supporter la charge aux plus faibles, c'est non. Mais Olivier En Dussopt, revanche, encore ce matin, dit si on fait rien, c'est 150 milliards de déficit en plus dans 10 ans. non, c'est pas 150 milliards par an, c'est 12 milliards par an. Et ensuite, Dans 10 ans. pendant 10 ans, vous avez effectivement des sommes qui s'accumulent. Mais enfin, c'est 12 milliards par an sur un budget de 350 milliards. Et la réalité, c'est que si vous voulez... par exemple, prenons un exemple, vous pourriez augmenter les cotisations. Ce serait 12 euros au niveau du SMIC. Est-ce que vous pensez que c'est insupportable? Mais cet exemple-là, si vous ne voulez pas toucher aux entreprises, aux cotisations patronales, vous avez d'autres moyens. Il suffirait de prendre 2% de la richesse des multimilliardaires, des 42 multimilliardaires français, les chiffres sont d'Oxfam, pour arriver en fait à la même somme et arriver à éviter 2 années de plus pour les salariés. Mais vous pourriez prendre des super profits, vous pourriez éviter de faire... Parce que fait le gouvernement, c'est le sapeur camembert. En fait, il creuse un trou et ensuite il explique comment. Enfin, une fois qu'il a creusé le trou, il nous Comment ça, il explique. creuse un trou? C'est-à-dire quoi, il creuse un trou? C'est lui qui creuse le trou. Le trou dans le système de retraite existe de Mais lui-même. chaque année, depuis 5 ans, vous avez en fait à chaque fois une perte de recettes pour l'État. Cette année encore, c'est 8 milliards d'euros qui ont été en fait déduits du budget de l'État pour la CVAE. Mais pour le coup, la là, vous mélangez des lignes de budget qui ne sont pas connectées. Vous pouvez très bien les connecter. Rien n'empêche en fait l'État d'abonder donc sur vous les n'êtes systèmes de retraite. plus pour un système par répartition où les actifs Mais financent vous les retraites des avez retraités. déjà une partie qui est en fait financée par l'État. Cette part, elle peut augmenter. Pour les Vous pourriez fonctionnaires. prendre sur les super profits. Vous pourriez le prendre sur, en fait, ces dividendes extraordinaires, 80 milliards qui viennent d'être versés aux Mais alors, par actionnaires. exemple, prenons cet C'est pas exemple, impossible. Olivier Faure. Pourquoi ce Vous serait dites toujours ouais. les mêmes? Non, mais Juste qu'on je comprenne. finis mais juste, qu'on comprenne. Adrien, Oui, d'une mais phrase. faut qu'on comprenne Quand ce que même, vous dites. quand vous avez besoin, quand les entreprises, les grandes entreprises ont besoin de l'État, par exemple pendant la crise sanitaire, en fait, on met 140 milliards sur la table. Vrai ou faux? Vrai.
vrai. Et le gouvernement dit parce qu'on a des finances publiques saines. Oui, 140 milliards sur la table qu'on met pour les entreprises. En revanche, quand il faut trouver 12 milliards pour les salariés pour éviter qu'ils partent 2 ans plus tard à la retraite, là, on ne trouve pas les 12 milliards. Expliquez-moi ce phénomène. Alors, si vous voulez bien, je vais d'abord vous poser une question pour comprendre ce que vous venez de dire. Quand vous dites, par exemple, taxer les super profits, les dividendes exceptionnels, etc., très bien, on peut comprendre intellectuellement la mesure. Mais alors, le jour où il n'y a plus de super profits, plus de dividendes exceptionnels, on n'a plus de revenus. Parce que quand ils sont transitoires, ces dividendes ou ces profits, ça veut dire qu'on assoit le financement du système sur un revenu qui est aléatoire. Si dans 2 ans, la conjoncture est moins bonne, il n'y aura plus de super profit, de super dividendes. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné d'autres ressources possibles. Vous avez d'abord, on n'arrête pas de diminuer la fiscalité des entreprises. Encore 8 milliards cette année. Et on a fait la flat tax. Enfin, ils ont fait la flat tax. Vous êtes ils ont que ce soit le contribuable en fait qui finance le système de retraite, pas les actifs. Non, pas n'importe quel contribuable. Entendons-nous bien, je ne demande pas à ce que ce soit le salarié à qui on enlèverait d'une main ce qu'on leur donnerait de l'autre. Mais Gabriel Attal disait hier, votre proposition, c'est taxer les salariés et le travail pour 2/3 des montants que vous proposez. C'est faux. Il prenait même l'exemple d'un boulanger. Il dit, la réalité, c'est qu'un boulanger, pour employer 3 ouvriers au SMIC, devrait en licencier un pour financer les charges supplémentaires qu'on lui demanderait pour les 2 autres. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Je viens de vous dire à l'instant, votre boulanger qui a 3 salariés au SMIC, c'est en fait 12 euros par salarié et par mois. Voilà. Et comment vous équilibrez le système avec 12 euros ? Mais parce que quand vous avez, enfin, c'est les chiffres, ce ne sont pas de moi, ce sont les économistes qui ont travaillé sur le sujet. Ce ne sont pas les chiffres que partage le gouvernement. Ah, mais le gouvernement a des chiffres bien à lui, mais les gens qui travaillent de manière indépendante, non. Moi, je prends des chiffres qui sont dans le domaine public et qui sont en fait vérifiables. Vous pouvez prendre les travaux de Michael Zemmour, par exemple. C'est 12 euros au niveau du SMIC. Donc, on n'est pas, et le double au niveau du salaire moyen de 2 700 euros. Donc, on n'est pas du tout sur des sommes considérable. Et votre fameux boulanger avec 3 salariés, en fait, ce qu'il vous demande en réalité, c'est de faire baisser le prix de l'énergie. Parce que le prix de l'énergie, si on le faisait baisser, c'est 40 à 50 milliards qui vont être perdus cette année de ce seul fait. Et c'est ce qui impacte aujourd'hui le boulanger. Mais ça ne réglerait pas le système de retraite. Et donc, vous auriez là de l'argent aussi qui permettrait peut-être de financer, donc pas peut-être, qui permettrait de financer en fait nos retraites et donc de faire des économies pour le boulanger et qui pourrait payer ces 12 euros de cotisation. Olivier Faure, là on a parlé des ressources financières, c'est très important. Juste quand même une question sur l'âge. Dans le projet de la NUPES, c'était retraite à 60 ans à taux plein avec 40 années de cotisation. Dans une interview à Libération il y a quelques semaines, vous disiez 60 ans mais sans toucher la durée de cotisation. Aujourd'hui, quelle est votre position ? Quel est l'âge légal, la durée de cotisation et l'âge du taux plein que vous souhaitez ? D'abord, le premier sujet, c'est que pour l'instant, on n'est pas dans une élection présidentielle ou législative. Le seul sujet... Donc vous n'avez pas de projet sur les retraites ? J'y viens. Je dis simplement que je ne voudrais pas qu'on déplace le débat progressivement en disant que c'est en fait un choix à faire entre 2 modèles. En l'occurrence, il y a un projet qui doit être bloqué. Mais quand on critique un projet, c'est bien d'avoir un projet alternatif. Ensuite, je vous réponds. Nous avions dans le projet de la NUPES au moment du mois de juin un projet qui était celui que vous venez de rappeler. Mais ce projet-là, que l'on sache, n'a pas été approuvé par les Français. Et donc, nous devons continuer à travailler pour présenter un projet qui soit un projet collectif et qui permette de convaincre les Français. Et donc, moi, j'ai dit, à titre provisoire, en attendant que ce débat puisse s'épanouir, à la fois dans mon propre parti et puis avec l'ensemble des formations de la NUPES. Moi, je dis qu'on pourrait revenir à un âge légal qui est de 60 ans, qui est une garantie pour ceux qui ont commencé à travailler tôt de pouvoir partir plus tôt que les autres. Et puis ensuite, il faut travailler sur d'autres paramètres, notamment sur la durée de cotisation, qui doit être variable en fonction de la pénibilité des métiers qu'on exerce. Mais donc, si on ne touche pas, par exemple, à la durée de cotisation, là, qui va atteindre les 43 ans avec la réforme Touraine, pour partir à 60 ans, il faudra avoir commencé à travailler à 17 ans. Oui, et sinon, on a une décote ? Sauf, c'est pour ça que je vous dis que la durée de cotisation doit être variable et elle doit dépendre en réalité de la pénibilité des métiers. Ce n'est pas la même chose d'être journaliste et d'être marteau-piqueur. Et donc il y a forcément une usure qui n'est pas identique. Vous avez des gens qui à 50 ans, 55 ans sont déjà brisés par la vie. Et il suffit de voir, si vous reprenez vos camarades de classe qui est avec vous au lycée, ceux qui font des métiers pénibles et vous passez l'un à côté de l'autre, vous avez 10 ans physiquement, vous n'êtes pas marqué de la même façon parce que vous n'avez pas les mêmes métiers. Vous rappeliez à l'instant, et c'est incontestable que vous n'êtes pas au pouvoir aujourd'hui, si vous l'êtes demain, est-ce que vous reviendrez sur la réforme ? Est-ce que vous annulerez le report de l'âge légal ? Absolument. Alors que la gauche au pouvoir ne l'a pas fait la dernière fois. Il y avait un report de l'âge légal par la droite, la gauche l'a maintenu en l'état. Oui, et justement, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes partis.
Et la réforme Touraine, vous disiez année de cotisation, il faut voir. La réforme Touraine, qui est une réforme socialiste que vous aviez votée, prévoit l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Est-ce qu'il faudra la laisser aller à son terme et continuer de prospérer? Ça prend plusieurs années d'arriver à 43 ans. Je vous ai dit, et moi je pense qu'il faut une durée de cotisation qui soit variable et qui dépende de la Mais pénibilité. 43 ans, il n'y a pas de tabou. Et C'est pas un, non, c'est c'est pas un tabou, bien impossible. sûr que non. Il y a des métiers pour lesquels 43 ans, c'est pas du tout impossible. Et la réforme Touraine, que j'ai votée effectivement, elle prévoyait ce qu'on appelait le compte pénibilité, qui a été largement saccagé par le gouvernement dans son premier mandat, lors du quinquennat précédent, et donc qui permettait à des gens qui avaient des métiers pénibles de partir justement avant l'âge de 62 ans. Et qui était Donc un de bon maintenir système. la capacité à distinguer entre les carrières, entre les fonctions, entre les métiers, parce que nous n'avons pas malheureusement la même vie et nous ne souffrons pas des mêmes efforts. Dernière question sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer là, y compris dans votre famille politique, les approches peuvent être différentes. Bon, sans parler même du fait que ce sont deux anciens socialistes qui portent la réforme aujourd'hui, Olivier Dussopt et Gabriel Attal. Vous avez raison de dire que c'est des anciens, parce qu'en fait, y a pas de, ça n'est pas un titre qu'on détient à vie. En fait, ça suppose effectivement de rester conforme à une pensée et fidèle à ce qu'a été en fait le socialisme depuis ses origines. Et ses origines, c'est Jean Jaurès, c'est Léon Blum, ce sont ces gens qui se sont battus pour améliorer les droits des salariés et non pas pour revenir sur le modèle social que nous avons mis tant de temps à construire et qui est l'œuvre de décennies entières et qui a permis justement ce modèle qui est unique au monde. Eh bien, si nous voulons conserver ce modèle-là, ça suppose de rester socialiste et non pas de trahir au fil ses opportunités. Voilà. Ce sont deux traîtres, Olivier Dussopt et Gabriel Attal. En tout cas, c'est deux personnes qui défendent l'exact contraire de ce qu'ils défendaient. Olivier Dussopt, pour prendre un exemple, il était à l'aile gauche du PS quand il était encore au PS. Et puis aujourd'hui, il est en fait le meilleur ami de Gérald Darmanin. Donc il a cherché l'erreur. Vous souhaitez qu'il démissionne d'ailleurs de son poste en raison de ces accusations de favoritisme qu'il vise? Écoutez, je me rappelle d'une époque où le président de la République avait une vision de l'exemplarité qui n'est pas celle qu'il défend aujourd'hui. Et donc je m'en tiens à ça. Ils font ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que tout ça n'est pas forcément la meilleure façon d'inciter les gens à croire dans la vie politique. Vous le déplorez, mais sans demander la démission, si je comprends bien. Donc, merci beaucoup, Olivier Merci Faure, à vous. d'avoir été là.